Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur Crypto Force, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, alors on va changer un petit peu le format. Je vais d'abord commencer désormais par le Bitcoin, parce que c'est vrai que là on est sur l'année 2024, on va avoir le halving, on va avoir beaucoup d'informations au sujet du bull run, du Bitcoin, puisque c'est le Bitcoin qui fait la pluie et le beau temps sur le marché crypto. Donc c'est pour ça que je décide d'intégrer désormais en premier lieu le Bitcoin, et après on changera pas la formule, on passera aux autres projets crypto comme d'habitude. Une actualité crypto en fin de vidéo et une actualité économique pour clôturer le chapitre de l'actualité crypto. Voilà les amis, bon bah écoutez, vous savez tout, c'est parti. Donc comme promis, comme je vous l'ai dit, je commence par le Bitcoin et par les nouvelles intéressantes en ce moment au sujet du Bitcoin. C'est déjà, là j'ai un tweet de Kenten, je sais pas comment ça s'appelle, donc c'est un auteur, investisseur et tout sur les cryptos, le Bitcoin, etc. Et donc là, regardez, il fait référence à quelque chose de très intéressant. C'est les recherches en termes de Bitcoin qui sont en train d'augmenter là sur l'année 2023-2024. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des montées sur le Bitcoin, c'est que derrière, ça a été le prélude, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, en 2020, on avait eu une augmentation des recherches du Bitcoin au moment, en fait, du bull run, pas se le cacher, sur le Bitcoin derrière. Voilà, donc là, on voit qu'on est en train d'avoir une augmentation ici. On verra très bien ce que ça donne par la suite. Surtout que là, je donne les nouvelles, parce qu'on a des nouvelles assez sympas qui sont en lien avec les ETF, en plus de Bitcoin Spot et tout, aux États-Unis. C'est qu'on a des nouvelles comme quoi Facebook et Instagram allaient désormais autoriser donc les publicités sur les ETF Bitcoin Spot. En plus, dans pas longtemps, là. Bon, ensuite, là j'ai un tweet de Crypto Rover, comme vous pouvez voir, et on a à 67 jours aujourd'hui du halving. Donc ça nous ramènerait vers effectivement avril, dans ces eaux-là. Donc on voit qu'on est vraiment qu'à quelques mois, là, à un petit peu plus de 2 mois, du halving sur le Bitcoin, qui sera après le top départ, normalement, du cycle de montée des prix du Bitcoin si on se fait référence au passé. Et donc c'est pour ça que là, je vous ai montré un petit graphique très intéressant, récapitulatif de Mando CT, comme vous pouvez voir ici. Donc lui est carrément un trader, conseiller financier et tout apparemment, un Web3, bon bref. Voilà, je ne fais pas l'histoire, mais le plus intéressant en tout cas, c'est vraiment la courbe qui met ici. Donc ça, en fait, là, on a la courbe des prix du Bitcoin depuis donc les années 2010, à peu près quasiment depuis sa naissance. Et donc, on a également les périodes inscrites des halvings. Donc, on a 4 halvings là, qui sont notés, vous voyez, dans le graphique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il met les pourcentages d'augmentation des prix, de variation des prix, une année avant chaque halving et une année après chaque halving. Et là, regardez, au premier halving qui a eu lieu vers 2012-2013, on a eu un an avant le premier halving, 416% d'augmentation des prix. Un an après le halving, numéro 1, on a eu 7715% d'augmentation des prix. Donc c'est quand même assez phénoménal. Déjà, ça avait été le premier halving, ça a été le premier cycle qui a pris tout le monde de court et qui a donné quelque part la première impulsion sur la réputation et la renommée du Bitcoin. Après, souvenez-vous, on a eu le deuxième halving, et là, c'était la période de 2016-2017, et on a eu sur un an avant le deuxième halving 110% d'augmentation, et là, pour un an après le deuxième halving, on a eu une augmentation des prix de 283%. Donc assez intéressant, mais là où c'est intéressant sur ce deuxième halving, c'est que la montée des prix a continué bien plus que sur une année après. Vous voyez qu'on a eu un autre 672% juste après les 283%. Donc, au total, on a à peu près à quasiment 1000% d'augmentation des prix sur le deuxième halving sur un an et demi, si je puis dire. Voilà, après le deuxième halving. Ensuite, au troisième halving, vous voyez, on voit que ça baisse au fur et à mesure, que ce soit un an avant ou un an après, on voit que l'augmentation des prix baisse au niveau du pourcentage. Troisième halving, on a 76% d'augmentation un an avant le troisième halving et 423% un an après le troisième halving.
Et enfin, là maintenant, on va arriver au quatrième halving, hein, c'est ça qui nous intéresse. Et donc on a, eh bien, sur un an avant ce quatrième halving, on est déjà quasiment, alors là il met un point d'interrogation, effectivement, qu'on n'a pas encore, on a encore 2 mois là, on ne sait pas comment va réagir le Bitcoin, mais en tout cas déjà là, aujourd'hui à l'instant T, on est effectivement quasiment à 50% sur un an d'augmentation des prix du Bitcoin. Et c'est marrant parce qu'on voit qu'on est toujours inférieur à 76%, qui eux-mêmes inférieur à 110%, qui lui-même est inférieur à 416%. Donc on constate qu'au fur et à mesure de halving, les augmentations en termes de pourcentage des prix du Bitcoin sont de plus en plus faibles au final. Et pareil, donc si on traduit cette même proportion mathématique par rapport au précédent halving dans le cycle historique, eh bien on pourra peut-être se projeter sur entre un 100 et 200% d'augmentation sur un an après, à partir du moment où on a le quatrième halving de avril 2024 à peu près. Voilà, donc c'est plutôt intéressant de ce petit graphique récapitulatif, parce que si l'histoire se répète, eh bien on peut à peu près envisager une augmentation, c'est plutôt logique, hein. Mais après, là où je veux dire même un gros warning, c'est que ça va dépendre, est-ce que le Bitcoin va suivre eh bien, les cycles passés, les cycles historiques, cette année, pour ce cycle. Et là, rien n'est moins sûr, parce que je rappelle que nous sommes peut-être aujourd'hui à l'aube d'un crash bancaire, à l'aube d'une crise économique avec, en ligne de mire, quasiment un cycle comme la crise des subprimes du 2008, que je rappelle que là, Evergrande, la semaine dernière, a été liquidé. Donc on a une crise immobilière très forte déjà en Chine, qui est en train de contaminer déjà toutes les banques, même mondiales, hein, qui avaient des billes sur le secteur immobilier. Et je rappelle que c'est l'ensemble du secteur immobilier mondial qui est touché par une grosse crise économique, puisque à cause de la hausse des taux directeurs des banques centrales à l'échelle mondiale, hein, toutes banques centrales confondues, eh bien les crédits immobiliers sont moins accessibles par les citoyens. Donc on a vraiment une crise du secteur immobilier en ce moment, mondial. Et donc avec cette crise-là, eh bien ça est en train de répercuter cette crise sur les banques, puisqu'on a cette semaine également la NYBC, donc la New York Community Bank Corp, aux États-Unis, qui a annoncé donc un dernier trimestre catastrophique, au point eh bien, de faire paniquer les investisseurs et les traders, et de provoquer donc sa chute en bourse de 40% sur ses actions bancaires à cette banque-là, et de provoquer par la même occasion donc la chute des actions bancaires de toutes les banques régionales aux États-Unis, hein. Alors vraiment, donc, en train de se diriger vers une deuxième crise bancaire. On a vu la première crise bancaire donc l'année dernière, souvenez-vous, en 2023, on a eu la plus grosse quantité en termes de volume d'argent et en termes de nombre de banques qui ont fait faillite, hein, sur l'ère après 2000, j'ai envie de vous dire, du système bancaire. Donc c'était vraiment une catastrophe l'année dernière pour les banques. Et là, on est en train de se rendre compte qu'on est sur une phase 2.0, hein, de la crise bancaire de l'année dernière. C'est pas fini en fait. Donc là, moi, je me pose vraiment la question, et que je vous préviens également au passage, c'est est-ce que le Bitcoin, les cycles du bull run traditionnel vont continuer à se dérouler normalement, même s'il y a une crise bancaire, une crise économique, équivalente un peu à la crise des subprimes de 2008. Et ça, c'est une question, je n'ai pas la réponse, hein, je vous le dis. En plus, je vous rappelle, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Moi, tout ce que j'ai dans cette vidéo, déjà, c'est à titre informatif, mais surtout, vous devez faire vos propres recherches, les amis, puisque je n'ai pas la science infuse, hein, je vous rappelle, sur ce secteur-là. Et sur tout ce que je dis d'ailleurs, hein. Je n'ai pas la science infuse, très important de rester humble sur ça, les amis. Donc, ça, je vous dis, ça, c'est vraiment la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va vraiment avoir un même comportement des prix du Bitcoin sur un fond de contexte de crise économique peut-être jamais vu encore dans l'histoire moderne. C'est possible depuis la Grande Dépression de 1929. Voilà, donc on verra ce que nous dira l'histoire, hein, bien évidemment. Bon, donc je continue les amis, donc là j'ai un graphique donc un tweet de BitMEX Research, comme vous pouvez voir ici, qui fait le récapitulatif de tous les gestionnaires d'actifs, hein, qui ont adopté, qui ont mis en place les ETF Bitcoin Spot. Et donc regardez, ce qui est intéressant, c'est donc là j'ai en nombre de Bitcoin. Donc vous avez BlackRock, Fidelity, Bitcoin, enfin ils sont tous là, tous les plus gros, hein, les majeurs. Vous avez ARK, Invesco, Franklin, Valkyrie, Vanek, WisdomTree, Grayscale également.
Et donc, vous avez le total derrière qui est listé ici. Et donc, au total, vous avez un montant net de flux dans les ETF Bitcoin Spot de 32 000 Bitcoins, ce qui est un équivalent de 1,4 milliard de dollars. Donc, une énormité en seulement quelques semaines. Hein. Je rappelle que ça, c'est en seulement quelques semaines, puisque le début des flux nets qui ont commencé à émerger dans les ETF Bitcoin Spot ont commencé depuis le 11 janvier. Donc en 3 semaines, on a 1,4 milliard qui se battent gentiment sur les ETF Bitcoin Spot. Vraiment, c'est une énormité absolue. Donc là, on voit que en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit que Grayscale, qui est en rouge ici, eh bien, c'est tous les flux. Vous avez tous les flux entrants sur les autres ETF Bitcoin Spot qui sont nouveaux. Et par contre, vous avez des flux sortants sur les Grayscale GBTC, sur l'ETF Bitcoin Spot de Grayscale, qui lui a perdu 143 000 Bitcoin. Vraiment une énormité pour, eh ben, en fait, donc on est en train de se rendre compte que les investisseurs sont en train de fuir Grayscale, ils sortent leur Bitcoin de Grayscale et ils les injectent en majorité, soit dans BlackRock, soit dans Fidelity, dans les autres un peu également, mais on voit que la majorité du marché est quand même possédée par deux acteurs majeurs, incontournables, et sans surprise quand on connaît derrière la réputation de BlackRock et même de Fidelity à ce niveau-là. Surtout que Grayscale, eux, pour là où ils se font avoir, c'est qu'ils ont les plus gros frais de transaction en fait du marché. Parce que là, vous voyez, les frais de transaction, vous avez que BlackRock et VanEck qui ont mis en place des frais de transaction. Et encore, BlackRock, c'est 0,12%, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à 1,5%. Et ça explique ces 1,5%, pourquoi en partie, les investisseurs sont en train de fuir Grayscale. Donc là, Grayscale sont vraiment fait avoir par les autres à ce niveau-là, au niveau de la concurrence. Bon, mais en tout cas, vous voyez, c'est assez phénoménal quand même, et ça sur un seul mois. Donc, comme ça a l'air de plutôt partir pour durer, ces flux nets, et on voit que sur chaque jour, quasiment, vous avez des flux assez élevés, entre 2,4 et 8. On avait mis un record de 8,7. Alors, c'est du 8711 Bitcoin, enfin, c'est assez énorme quand même, donc les flux journaliers. Et donc, c'est très probable, ça continue dans cette voie-là, que on ait de plus en plus de Bitcoin soit dans les mains, alors moi je dis malheureusement, de ces grosses entreprises, ces institutionnels, parce que pour moi, les ETF Bitcoin Spot, je l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais c'est détourner l'essence même de pourquoi le Bitcoin existe. Le Bitcoin, par nature, est décentralisé et il est fait pour être dans les mains des citoyens. Et donc là, quand vous avez BlackRock et ces genres d'entreprises qui contrôlent la mainmise sur le Bitcoin, les investisseurs qui investissent par le biais de ces ETF perdent la mainmise de l'essence même de pourquoi le Bitcoin existe. C'est-à-dire qu'on dénaturise quelque part l'aspect décentralisation du Bitcoin pour le rendre centralisé. Donc c'est un peu bête, je trouve, dans cette idéologie en tout cas. Cette idéologie-là, surtout si en plus on a un fond dans un contexte où il y a une crise économique avec une crise du système traditionnel sur le système bancaire et secteur commercial au niveau des promoteurs immobiliers. Donc le secteur immobilier quoi. Bon. Donc tout ça réuni fait que ça tombe quand même plutôt mal cet aspect-là des choses pour les ETF Bitcoin Spot, mais après pour le reste, par contre c'est très bon bien évidemment pour le bull run, etc. Et je suis très curieux de savoir si ça va vraiment impacter les prix du Bitcoin sur le long terme déjà, mais également sur le court terme, rien que sur ce bull run. On va voir vraiment les impacts et on pourra en rediscuter dans quelques années avec plaisir. Bon, donc voilà les amis, ce sera tout pour l'actualité Bitcoin qui effectivement va être de plus en plus intéressante cette année avec les bull runs. Et puis sinon, écoutez, on va passer au prochain projet et on va commencer par le VeChain notamment, et notamment donc la fondation VeChain qui a fait un tweet comme vous pouvez le voir ici, et où elle déclare tout simplement qu'effectivement, elle explique à travers un thread, comme on dit, comment créer sur l'écosystème du VeChain et sur l'application VORJ désormais, et bien facilement des tokens. Donc si vous l'avez vous un projet de créer un token, une crypto-monnaie, eh bien sachez que vous pouvez désormais le faire gratuitement sur l'application VORJ de l'écosystème VeChain. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, vous avez également la possibilité de faire d'autres choses, de gérer des smart contracts, de créer des NFT, etc. Gratuitement, sans frais de transaction apparemment, grâce à l'application VORJ du VeChain.
Bon, donc on voit que vraiment ça évolue de plus en plus à ce niveau-là pour la fondation VeChain, pour l'écosystème du VeChain. Et sinon, donc deuxième information pour le VeChain, les amis, et pas des moindres. Donc là, on a carrément Jake. Alors si je vous montre cette personne et cette information, c'est parce que Jake, c'est tout simplement le leader, donc le chef de la communication au sein de VeChain. Donc il fait partie de la fondation VeChain. Et donc, il fait référence, là où c'est intéressant, à un tweet de Norsk Hydro, comme vous pouvez voir ici. Et Norsk Hydro, c'est tout simplement donc une entreprise industrielle, donc une industrie, qui est leader dans tout ce qui est l'aspect des partenariats et des business en lien avec la traçabilité, et surtout la traçabilité du futur. Donc, la blockchain et compagnie, vous l'avez compris. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, Norsk Hydro, donc l'industrie, a tout simplement déclaré que Hydro donc, était en train d'investir 180 millions d'euros dans tout ce qui était les nouveaux systèmes de recyclage de l'aluminium espagnol, avec en ligne de mire l'objectif de décarboniser les industries européennes. Voilà, donc là on voit qu'on est tout simplement dans une démarche du futur, en lien avec la transition écologique à fond, bien évidemment, pour le meilleur ou pour le pire, on va voir comment, pourquoi, sur l'aspect de traçabilité. Vous voyez que là on voit que la blockchain et les outils, et c'est ce que dit Jake en fait dans son tweet, si je résume, c'est que les outils comme la blockchain et VeChain sont vraiment là pour améliorer tout cet aspect de traçabilité dans la transition écologique, par exemple. Et donc, il déclare qu'effectivement, il rappelle que l'aluminium, c'est un matériau qui est totalement recyclable à l'infini, qui coûte dans ce système-là peu d'argent et qui est réutilisable pour pas mal de choses, en clair. Et donc tout ça va permettre au final de s'inscrire dans tout ce qui est l'aspect des taxes carbone qui arrivent en Europe. Alors moi par contre, taxe carbone, je vous dis, voilà, je fais une petite parenthèse, je me sens obligé de le dire, pour moi c'est une bêtise absolue. Les taxes carbone, c'est vraiment pour nous prendre pour des vaches à lait, comme d'habitude, pour nous tirer de l'argent, parce que quand on voit que les gouvernements européens sont capables de mettre 50 milliards dans la guerre pour l'Ukraine, là encore récemment, là, mais qui ne sont pas capables de mettre ces milliards-là pour les agriculteurs qui se font massacrer, entre guillemets, et qu'ils sont capables de mettre une taxe carbone pour financer leur transition énergétique, eh bien, on voit qu'on se fout vraiment de notre gueule, sans vouloir, en essayant de rester poli. Donc ça veut dire que l'argent, ils l'ont au final, ils sont capables de mettre l'argent qu'il faut dans la transition énergétique, mais ils ne veulent pas le faire, ils préfèrent le mettre dans la guerre, déjà, pour tuer des gens. Et par contre, ce sera à nous, citoyens, de financer leur propre transition énergétique par une taxe carbone. Comme ça, on n'avait pas déjà assez. Voilà. Donc, petite parenthèse. Donc, bon, je ne suis pas très emballé par ce genre de choses. Mais après, ça n'en regarde que mon avis. Voilà. Après, pour le reste, c'est chacun son opinion, bien évidemment. Et donc, qui explique de très intéressant, Jake, là-dedans, c'est qu'à travers donc, cette amélioration de la traçabilité sur l'aspect de transition énergétique, de recyclage. Alors le recyclage de l'aluminium, par contre, c'est une très bonne chose, parce que on évite le gaspillage. Donc ça, vraiment, dans l'aspect écologique, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et donc, dans cet aspect-là, lui, il imagine tout simplement un système avec les NFT, où les utilisateurs qui recycleraient, par exemple, leurs canettes de Coca-Cola, vous savez, en aluminium, eh bien, pourraient recevoir en échange des NFT gratuits sur leur boisson favorite. Il peut mettre ça. Donc là, on voit qu'on a vraiment des utilités derrière de plus en plus fortes en lien avec le Web 3.0 et ce genre d'utilité réelle au final et en plus très intelligente puisqu'elle participe à éviter le gaspillage. Bon, voilà. Et donc c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux et on voit que la traçabilité a de plus en plus d'avenir au final avec en ligne de mire les blockchains comme celle du VeChain pour améliorer l'utilité réelle dans le monde sur tous les niveaux en fait. Voilà. Bon, donc ça, c'était vraiment une information quand même assez intéressante. On voit carrément, encore une fois, une information sur une industrie qui a une action industrielle et qui se base sur une technologie liée à la blockchain et surtout au VeChain, notamment. Bon, allez, je continue. Donc là, avec une troisième information et pas des moindres. Alors, c'est vrai que j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, mais là, on a VeChain qui a fait une communication spécifique là-dessus, donc qui officialise vraiment le sujet avec le fait que, ben ça y est, l'écosystème du VeChain est en train d'exploser avec désormais 200 millions de transactions avec l'entreprise Walmart. Quand même pas rien. Et effectivement, donc VeChain
Simplement, on rappelle hein, que tout l'aspect de traçabilité avec et son partenariat avec Walmart concerne surtout l'industrie alimentaire. Et donc c'est vrai que ça va totalement en plus dans l'air du moment parce que là on voit qu'avec la crise du monde agricole, donc les agriculteurs là qui sont en train de se révolter, eh bien c'est derrière, en plus sur une ligne de mire où vous avez une transition énergétique, on parle d'une taxe carbone, où vraiment c'est n'importe quoi, parce que quand on voit le flux hein, des produits à travers le monde, notamment même de la nourriture, par exemple un steak, eh bien vous avez une vache, donc qui est basée, je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ce qui se passe si je vous résume, hein, sur la majorité des produits alimentaires, c'est-à-dire que vous avez une vache, elle est élevée en Inde, ensuite elle passe par donc, le Brésil, où elle est découpée, on va dire, là-bas, ensuite, une fois qu'elle est découpée, elle passe en Europe, elle est conditionnée en Europe pour ensuite être acheminée en France. Et vous avez donc les supermarchés ou autres, les marques et tout, qui sont capables de mettre du made in France, alors qu'en fait, la vache, le steak, il vient de l'Inde. Donc tout cet aspect-là des choses, en fait, les consommateurs, mais également toute l'industrie agroalimentaire, donc les agriculteurs, etc., bah, ils payent le prix fort, c'est-à-dire qu'on leur met toutes les normes sur le dos. C'est ça qui est aujourd'hui en train de se passer, pourquoi ils se révoltent. En tout cas, avec notamment l'accord Mercosur et tout, bah, c'est justement parce qu'il y a un manque de compétitivité, il y a une concurrence déloyale avec les pays, et que l'Europe, comme d'habitude, on se fait massacrer, en fait. Voilà. Et donc, quand on nous dit qu'on va mettre une taxe carbone pour éviter trop de CO2 ou ces histoires-là, alors qu'on sait très pertinemment qu'on a juste à aller faire peut-être tout le monde quelques dizaines de mètres, quelques dizaines de kilomètres pour aller chercher de la nourriture au niveau des agriculteurs, sur les producteurs locaux, mais qu'à la place, bah, on va dans les supermarchés pour acheter en fait de la nourriture qui a fait des milliers de kilomètres, 2 fois, 3 fois le tour de la Terre. Bon, bah, et qu'on nous fait nous payer cette mondialisation-là, simplement parce que les gouvernements ont décidé de mettre en place cette mesure, franchement, c'est une aberration. Et on nous fait payer à nous en plus. Voilà, toujours pareil. Et donc, pour en revenir à VeChain et à la blockchain, là où c'est hyper intéressant, notamment avec ce partenariat avec Walmart, et justement, il le montre très bien là-dedans, c'est qu'il se focalise sur tout ce qui est l'aspect de la traçabilité au niveau de la nourriture des aliments. Et donc, aujourd'hui, enfin, vous savez pas en fait d'où vient vraiment la nourriture. On voit Made in France, mais on se pose de plus en plus la question. On n'a pas les détails. Demain, avec ce genre de technologie, si vous allez dans un magasin, notamment Walmart, vous avez juste à scanner le code barre du produit que vous voulez acheter, de la nourriture, n'importe, hein, et vous aurez l'information sur l'acheminement du début jusqu'à la fin du produit. Et donc, vous saurez si le steak il est passé par l'Inde, le Brésil, etc. Et si c'est le cas, bah, vous ne l'achetez pas. S'il y a des personnes qui sont qui ont l'aspect moral là-dessus, et ben, elles n'achèteront peut-être pas le produit parce qu'elles ont l'information. Et ça, c'est vraiment le pouvoir de la traçabilité. Sans compter le fait que pour Walmart, tout cet aspect de traçabilité permet également d'améliorer leur rendement, leur logistique, etc. Donc il y a même des gains à faire de productivité pour ce genre d'entreprise qui adoptent les technologies-là comme celle du VeChain. Donc là, on voit vraiment, nos amis, que outre l'aspect que c'est l'avenir, la blockchain et les crypto-monnaies comme le VeChain, les projets comme le VeChain, pour l'aspect de productivité, qualité, etc. des entreprises, c'est également peut-être indispensable désormais pour la transparence et un regain de confiance, je peux dire, entre les industriels et les clients, au final, qui est perdu, hein, qui est rompu totalement, et on le voit très bien avec désormais les agriculteurs, qui sont soutenus en plus en masse, et c'est normal, encore heureux, par notamment les Français, là, parce que tout le monde a compris que derrière, il se passe des choses pas très nettes pour, au plus haut niveau. Hein. Bon. Voilà, je vais pas aller plus loin, c'est le tour. Et puis sinon, bah, écoutez, on va passer donc au prochain projet, hein, les amis, on va rien à voir, totalement rien à voir, qui est VV Digital Collectibles. Donc là, je rappelle, c'est le projet qui est basé sur la réalité augmentée avec les collectibles 3D. Comme vous pouvez voir ici, vous avez donc un prochain drop qui est prévu le 4 février sur l'application VV Digital Collectibles, notamment Star Wars, hein, avec les animations quand même très bien faites, des collectibles très bien faits. Donc je rappelle que le principe de cette application, c'est de collectionner donc, des collectibles de licences comme Marvel, Star Wars et tout, que vous pouvez derrière projeter en réalité augmentée. Alors c'est vrai que c'est une technologie qui n'est pas encore assez connue, qui n'est pas assez encore exploitable, mais qui est quand même de plus en plus, et on va
le voir dans cette vidéo, hein, parce que j'ai plein d'articles à vous montrer là-dessus. Très intéressant. Et donc, la réalité augmentée est en train de prendre de plus en plus le pas sur notre vie réelle au final. Ensuite, au niveau des drops, donc là c'était la partie collectible 3D, et dans l'application VV, je rappelle qu'il y a également la possibilité d'acheter des comics et de lire même des comics en réalité augmentée, c'est-à-dire vous pouvez projeter votre bande dessinée une fois que vous l'avez acheté sur l'application, n'importe où, là où vous êtes, en fonction qu'il y ait une surface plane, pour que ça puisse marcher, et donc vous pouvez le lire directement, virtuellement, votre BD, et même tourner les pages avec les doigts. C'est assez étonnant à utiliser. Et donc là, l'exemple de drop que je vous montre, c'est le Immortal Hulk Marvel Avenger, l'édition 684, qui est sorti il y a quelques jours, le 1 février, c'est-à-dire il y a 2 jours. Voilà les amis, et donc je continue au niveau des informations. Donc, cette fois, on va passer donc à des news macroéconomiques sur tout ce qui est justement la réalité augmentée, avec notamment en ligne de mire donc Meta, qui a dévoilé des résultats stratosphériques comme l'indique Good Value dans son tweet, avec des revenus de 40,1 milliards quand même sur le dernier trimestre 2023, c'est vraiment une énormité. Et donc bien sûr les actionnaires sont gavés comme des fous, hein, 0,5 $ par action au niveau des dividendes, et également une explosion des actions boursières de Meta qui ont en fait explosé de 20% au total, parce que là il parle de 13%, mais entre-temps il y a encore une augmentation, on est passé à 20% d'augmentation des actions boursières au total de Meta. Donc on voit qu'il se passe quelque chose, donc c'est pour ça qu'on va creuser un petit peu le sujet sur Meta, parce que j'ai voulu vraiment creuser genre, qu'est-ce qui s'est passé là. Je vous explique qu'il y a entre 2022 et 2023, on nous avait annoncé de la part de Meta, ils avaient même licencié des milliers d'employés parce que justement, ils étaient en galère et surtout, ils étaient en galère sur leur service de métaverse de réalité augmentée. C'est pour ça que là, c'est tout à fait l'enjeu avec VV Digital Collectibles qui, eux, ont fait le pari du métaverse de la réalité augmentée. Et donc là, j'ai un article de Coin Academy qui explique très bien justement ce qui se passe au niveau de Meta. Et donc, il dit le service donc, de Reality Labs de Meta enregistre un revenu record, mais perd également 4,6 milliards au dernier trimestre. Et donc, malgré un chiffre d'affaires record, Reality Labs de Meta a subi une perte opérationnelle de plus de 4,6 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, avec des prévisions de pertes croissantes. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Et donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que Meta, que je rappelle que Reality Labs, c'est le service, c'est un des services de Meta qui est basé exclusivement sur le développement du métaverse, de la réalité augmentée, avec en ligne de mire le casque Oculus de Meta qui a été développé et commercialisé par Meta pour justement utiliser les services de métaverse de Meta. Et je vous rappelle que Facebook, eh bien, c'était l'ancien nom, et Meta, c'est le nouveau nom de Facebook, au final, hein, pour faire le lien au cas où vous ne savez pas. Et donc là, ce qui se passe, ce qui est très intéressant, c'est que donc on a un chiffre d'affaires global ou un revenu global sur le dernier trimestre 2023 de 40 milliards de la part de Facebook. Donc, je dis Facebook, hein, comme ça on se comprend. Nouvellement Meta. Donc un record absolu, et c'est même une première dans l'histoire boursière d'un géant comme ça du numérique. C'est-à-dire que là, ils ont fait une remontada de fou. C'est-à-dire qu'ils étaient en difficulté sur toute l'année 2022-2023, comme je vous l'ai dit. Et là, en un trimestre, ils ont rebasculé la vapeur dans l'autre sens. Tellement, et ils ont même dépassé, je crois, Mark Zuckerberg est devenu encore plus riche que l'affaire Bill Gates grâce à ça. Bon. Voilà, en soi-disant la guerre entre milliardaires, vous savez. Bref. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que malgré ce chiffre d'affaires de fou, eh bien, on a toujours le service du Reality Labs de Meta qui, lui, est en perte, quelque part. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourrait se dire, bon, à Mark Zuckerberg, le patron de Meta, il dit, bon, le métavers, c'est bon, c'est mort, on remballe, ça sert à rien, c'est le seul service qui me coule la société, bon, on passe à autre chose. Eh bien non, c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg, à travers cet article-là, il a déclaré qu'il maintenait le service Reality Lab malgré ses pertes, parce que lui, il voyait le métaverse et la réalité augmentée comme quelque chose de long terme. Et il veut absolument inscrire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a changé le nom Facebook, qu'il a transformé en Meta, c'est parce que lui, il voit totalement l'avenir de toute son entreprise basé sur
le métaverse. Donc là, vous voyez, je veux dire, c'est quand même Mark Zuckerberg. Alors après, c'est des gens qui ont des défauts dans tous les sens, hein, on est d'accord. Mais par contre, sur la vision business, les personnes sont capables de construire des sociétés de fous, géantes, hein, des mastodontes, et derrière, ils se basent sur une vision. Ils n'ont pas construit leur entreprise comme ça, du jour au lendemain, sur un coup de tête, sur un dé, probabilité, etc. Non, ils ont une vision, ils ont une stratégie derrière. Comme ça, ils en sont sortis. Ah, donc là, on voit que pour que ces genres de personnes aient une vision comme ça vers l'avenir sur le métavers, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Parce qu'ils décèlent un potentiel, hein, forcément. Et là où je vais maintenant, on va expliquer comment ça se fait que Meta est quand même a des chiffres d'affaires positifs, ben en fait, ils sont basés sur la publicité. Donc, en 2022-2023, ils étaient c'est en pleine perte de chiffre d'affaires, et ils sont basés sur les revenus publicitaires de 2023, ils ont explosé grâce notamment à la Chine et aux investisseurs chinois qui ont investi apparemment sur ces revenus publicitaires de Meta. Et en plus, vous avez eu les licenciements, je crois qu'il y a 10 000 employés qui ont été licenciés chez Meta, et forcément, ça a boosté forcément, hein, les revenus de Meta à ce niveau-là. Pour vous expliquer un peu tout, hein. Là, vous avez vraiment l'idée de ce qui s'est passé avec Meta. Bon, je continue les amis, donc maintenant on va passer toujours dans l'aspect de réalité augmentée, hein, de tout ça. Donc là j'ai un article de CoinTribune ou cointribune.com, donc Decathlon et Apple, la technologie 3D immersive dans le shopping sportif. Donc là c'est un article du 2 février 2024, donc là qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a désormais un partenariat officiel entre Decathlon et Apple sur justement l'inauguration d'une ère technologique avec le Vision Pro, le casque de réalité augmentée de Apple. Une application immersive révolutionne déjà l'achat sportif. Désormais, visualiser en 3D les produits sportifs devient réalité. Bienvenue dans le futur du shopping sportif. Donc là, on voit déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est effectivement en train, je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère technologique sur la réalité augmentée. C'est-à-dire que la réalité augmentée, depuis quelques années, on sait que ça existe, mais je pense que l'immersion était vraiment peu au rendez-vous. C'est-à-dire que les personnes n'avaient pas l'idée d'y aller, n'avaient pas forcément les moyens, les matériels, etc. C'est en train de changer grâce aux applications de réalité augmentée, aux casques virtuels mis en place par les géants du numérique, Meta, mais maintenant Apple. Et là, j'ai un prochain article que je vous montre justement de Le Parisien. Casque Vision Pro, Apple va-t-il créer un nouveau marché 17 ans après l'iPhone? Et ça, c'était au 2 février 2024, puisque effectivement, commercialisé depuis ce vendredi 2 février 2024, le casque de réalité mixte ou ordinateur spatial, alors c'est comme ça qu'il l'appelle Le Parisien, bon, de la firme de Cupertino ambitionne de démocratiser un marché balbutiant. Effectivement, on est au tout début, et savoir que le casque Vision Pro de Apple, il coûte 3 500 € là, donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui va l'acheter, hein. Enfin, je serais étonné, à part les classes aisées plus, on va dire. Et donc, ils disent dans l'article, il lui faudra passer comme l'iPhone en son temps, d'un cercle d'initiés au très grand public. Voilà, donc là où c'est intéressant, c'est qu'on voit vraiment qu'avec l'arrivée de Apple et de Meta sur le marché de la réalité augmentée, on a de plus en plus de développement là-dessus. Et qu'on est peut-être exactement comme le dit Le Parisien là, dans leur article, que à l'ère, à l'instant où le premier iPhone, c'était l'iPhone 4 à l'époque, était sorti sur le marché, mais quand on voit l'évolution entre le iPhone 4 de l'époque et les derniers iPhones d'aujourd'hui, il n'y a rien à voir, voilà, c'est clair. Donc, et surtout, les prix en plus ont augmenté. Donc, est-ce que là, on va avoir la même chose pour les casques de Vision Pro? J'espère pas, parce que si on se retrouve avec des casques virtuels de 3000 balles d'un côté au démarrage, ça finit à 10 000 €, bon, le marché, il décollera pas. Par contre, on pourra avoir des concurrents derrière, comme c'est passé pour l'iPhone, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des marques comme Samsung, pourquoi pas, hein, si je fais le parallèle avec les smartphones, avec des prix moins chers et des casques de réalité augmentée tout à fait compatibles, moins chers, mais qui pourront faire le boulot, quoi. Et surtout, ce que je vois également venir, c'est que là, pour l'instant, on est sur des casques. On parle vraiment de casques de réalité augmentée, donc pas du tout pratique pour sortir dans la rue, on est d'accord. Mais à l'avenir, peut-être que les technologies, comme la différence entre le premier iPhone et le dernier iPhone, qui sont beaucoup plus fins au fur et à mesure du temps, eh bien, on pourra avoir à la place d'avoir des casques, on pourra avoir carrément des vraies lunettes, ou on pourra avoir même nos lunettes de vue qui pourront être couplées avec la réalité augmentée.
Et on pourra voir quand on sort dans la rue, non seulement des corrections pour la vue, mais également des informations en 3D sur les éléments de la vie réelle, comme dans les films en fait. Et on se retrouverait avec un monde qui, au final, dépasserait la science-fiction et les rêves les plus fous des scénaristes des années 1950 jusqu'à 1970, par exemple. Voilà, donc là on est vraiment à l'aube de quelque chose, et c'est vrai que quand je refais le parallèle, notamment avec VV Digital Collectible, donc l'application de collectible 3D sur la réalité augmentée, eh bien si en plus ils arrivent à sortir leur VVverse et que, on l'a vu, hein, ils ont déjà pas un partenariat, mais ils sont déjà en relation avec Apple, notamment avec leur Vision Pro, là, leur casque, dans cette démarche-là, eh bien s'ils arrivent vraiment à garder le cap de leur licence et le leadership dans ce secteur-là, il y aura de fortes chances qu'ils soient un des acteurs incontournables du futur de la réalité augmentée. Rien que par leur bande dessinée, notamment, où c'est vrai que c'est les seuls aujourd'hui sur le marché, il me semble, hein, qui offrent des bandes dessinées en réalité augmentée avec des licences comme Marvel, par exemple. Voilà. Donc ça, imaginez avec votre casque virtuel pouvoir lire une bande dessinée ou vos lunettes. Pouvoir lire une bande dessinée n'importe où dans la rue quand vous vous attendez dans une file d'attente ou un truc comme ça. C'est phénoménal. Bref. Bon les amis, donc on est vraiment à un changement peut-être de paradigme technologique à ce niveau-là. Bon, donc je vais continuer. Maintenant, j'ai passé à donc un prochain projet, c'est-à-dire Ripple, et notamment avec donc un premier tweet de l'entreprise, donc Ripple, avec là ici une information comme quoi ils disent qu'ils ont fait un sondage et plus de 70% des leaders de la finance, 76% exactement, considèrent qu'ils sont intéressés donc par la blockchain et donc tout ce qui est l'aspect de conduire l'innovation dans leur business d'ici les 3 prochaines années. C'est-à-dire en fait de coupler la blockchain avec leur business donc d'ici les 3 prochaines années. Donc on voit vraiment qu'il y a de plus en plus un objectif d'adoption de masse de la part des institutionnels et des entreprises surtout, hein, où ils ont compris que tout ce qui est la traçabilité, mais également la transparence des données, etc., c'était l'avenir pour leur business. Tout simplement. Et donc Ripple est très très bien placé hein, pour dominer une partie de ce marché-là, et pour ça que c'est eux qui ont fait organisé le sondage, on va dire, puisque derrière, regardez, j'ai une information, là je suis sur LinkedIn, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mon LinkedIn, on se connecte et tout, franchement n'hésitez pas, les amis, ça me fera plaisir, hein, clairement. Donc là j'ai un post de Oliver Segovia, qui est le Senior Director Head of Product Marketing de Payment à Ripple. Donc ouais, il fait partie de Ripple tout simplement. Et donc là, vous tombez dessus sur cette information vraiment très intéressante, c'est qu'il dit donc 90% de nos business donc à Ripple se font actuellement hors des États-Unis. Or, c'est un comble, puisque Ripple, c'est une société américaine à la base. Mais effectivement, il explique, il dit après donc un temps relativement calme de 3 ans, c'est-à-dire depuis la date, là 3 ans, ça ramène à 2020-2021, depuis la date où ils sont en procès justement contre la SEC, c'est-à-dire le gendarme boursier américain. Donc forcément, ils n'ont pas pu entre-temps développer leurs activités aux États-Unis. Mais par contre, ils ont développé leurs activités partout dans le monde, et avec succès, puisqu'ils ont des partenariats avec un grand nombre de banques centrales à travers le monde, rien que ça, bon, pour vous dire. Et donc là, ce qui est très intéressant dans cette information, coup de tonnerre, il faut le dire, c'est qu'il dit ici, eh bien, nous sommes fiers de vous annoncer donc une mise à jour, un nouveau produit, donc au niveau de toutes les licences de transmission, au niveau de l'argent. C'est-à-dire qu'ils appellent les MTL, j'essaie de traduire en même temps, hein, c'est pas facile, qui couvrent la majorité des États-Unis. Donc si je résume, ils sont à l'aube de sortir une mise à jour quelque part et d'obtenir des licences pour opérer leurs activités aux États-Unis. Ça, c'est une énormité, parce que ça voudrait dire que ça serait totalement en corrélation avec l'article que je vous ai montré la semaine dernière de je ne sais plus quel média, qui expliquait qu'effectivement les banques américaines se jetaient en masse là actuellement sur le XRP, et notamment la solution de paiement de Ripple, donc le payment à Ripple, justement exactement ce que je vous montre ici, un payment à Ripple, la solution de paiement, pour faire les paiements transfrontaliers, ou même entre banques, hein, au sein d'un même pays. Et donc là, on est totalement dans
quasiment une annonce officielle, parce que c'est le senior director de payment à Ripple qui le dévoile dans son communiqué. Donc ça veut dire que là, Ripple est en train même de conquérir le marché bancaire aux États-Unis. Et là, on n'est plus dans la même donne. C'est plus la même donne. C'est-à-dire que là, on parle également de trillions de dollars. Forcément. Et donc, allez, je vais continuer, hein, les amis. Hop, je vais passer à un article de Coin Tribune. Ouais, voilà, un article de Journal du Coin. Pardon. Donc, un casse à 113 millions de dollars en XRP. Les wallets de Chris Larsen compromis. Alors ça, c'est une moins bonne nouvelle, mais en même temps, c'est pas la mauvaise nouvelle que je vois, on nous a un peu vendu sur le net, hein, parce que la nouvelle a un peu gonflé. Et c'est vrai que moi, au début, je croyais que c'était Ripple qui s'était fait hacker. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est pas Ripple, l'entreprise qui s'est fait hacker, c'est Chris Larsen qui s'est fait hacker sur son propre portefeuille. Donc, bon, ben, s'est fait avoir, entre guillemets, ou alors il a fait une erreur, une négligence, ou alors vous avez même. C'est pour ça que je vous montre ça également, parce que comme c'est en lien avec XRP Ripple, c'est également un rappel de tous les jours qu'il faut faire toujours très attention à son portefeuille, son MetaMask, qu'il ne faut pas hésiter peut-être à investir dans une clé Ledger ou un cold wallet, Trésor, peu importe, pour augmenter la sécurité sur vos fonds. À partir du moment où vous avez pas mal d'argent crypto qui dort quelque part, parce qu'on voit que même un gars comme Chris Larsen, qui est le cofondateur de Ripple à la base, bah, il a réussi à se faire voler 113 millions de dollars. Donc on espère pour lui qu'il va arriver à retrouver ses fonds. Mais bonne chance, hein, parce que ça va pas être facile. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne piqûre de rappel qu'il faut toujours être très prudent dans le web 3.0 encore, hein, parce que on voit que c'est capable encore d'avoir ce genre de nouvelles. Bon, sinon, je continue encore, hein, sur le XRP Ripple. Hop, je rebondis sur ce que je disais du coup avant, sur l'aspect de développement de la solution de paiement de Ripple au niveau des États-Unis. Et là, vous avez, comme par hasard, donc j'ai un article de Crypto News Flash. Donc Ripple XRP Source, donc le CEO de Graham Rutherford, donc s'attend à avoir entre 30 et 50 trillions de dollars de volume de XRP d'ici 2025. Je vous montre, j'ai même la vidéo, j'ai mis la main dessus, hein, du CEO, donc de la personne Graham Rutherford ici. Donc là, j'ai un tweet de Jack the Rippler, et vous voyez, là, j'ai carrément le passage. Alors, je vous mets pas le son, hein, mais j'ai le passage où justement, le CEO, c'est lui. Donc Graham Rutherford explique effectivement que lui, il s'attend à ce que le XRPL, donc la solution de paiement de Ripple, pourrait potentiellement avoir entre 30 et 50 trillions de dollars de volume de trading. Une énormité. Et donc, bah, beaucoup de personnes expliquent que ça propulserait à travers indirectement, hein, le prix du XRP entre 900 et 1000 dollars. Donc là, moi je dis, bon, pourquoi pas? Mais je dis, il faudrait quand même rester très prudent parce que là, on parle de 2025, notamment l'article que je vous ai montré. Bon, il parle de 2025, alors, dans un an. Donc là, on a actuellement un prix du token XRP qui est à peu près à 50 centimes, pour qu'il monte à 1000 dollars quand même d'ici un an. Bon, ce serait le plus gros braquage de l'histoire, hein, pour les investisseurs, ça c'est sûr. Mais j'ai un peu du mal à y croire. Donc je peux vous dire, franchement, il faut rester très prudent, les amis. Là, ce genre de nouvelles, très facile à dire. Même si c'est un PDG, Graham Rutherford, hein, qui est reconnu dans le milieu, qui est alors, il est PDG de Arcash, je crois. Alors, je ne me souviens plus du nom exact de l'entreprise. Je vous invite à voir par vous-même, hein. Faites toujours vos propres recherches, vous voyez, c'est très important. Mais en tout cas, là où je trouve que c'est pas déconnant, par contre, c'est la nouvelle. Lui, il s'attend à qu'il y ait 30-50 trillions de dollars de volume de XRP. Eh bien, si la solution XRP Payment là, de Ripple, elle est effectivement généralisée aux banques mondiales, elle est généralisée aux banques américaines, déjà rien que ça, effectivement, en tout cas, plusieurs trillions de dollars de volume, ça c'est possible. 30 à 50, j'en sais rien, je me connais pas assez pour dire c'est possible d'arriver jusque-là. Mais en tout cas, ce qui serait révélateur, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que XRP Ripple, quelque part, serait la solution qui, effectivement, que je dis depuis le début, hein, qui viserait à remplacer le réseau Swift bancaire. Et ça voudrait dire que s'ils en arrivent à des volumes comme ça, eh bien, ils seraient arrivés à remplacer une bonne partie peut-être, du réseau Swift bancaire. Ce qui expliquerait, en fait, justement, le succès de Ripple et du XRP, bien évidemment, derrière. Mais, je dis, faites très attention à ce genre de web, j'en vois de plus en plus passer. On vous vend un peu du rêve.
Et on sait très bien que nous vendre du rêve, c'est facile, mais avoir les réalités derrière et les vrais pronostics, c'est beaucoup plus dur. Clairement. Donc, faites très attention, les amis, avec ce genre de nouvelles à un prix à 1000 dollars, le token, ça me paraît un peu abusé quand même. Bon, voilà. Allez, je continue, c'était vraiment pour vous prévenir. En même temps, bah, vous voyez, on est vraiment sur le kiff-kiff, hein. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va s'effondrer? Parce qu'il y a également, je dois rappeler, hein, Max Kaiser, la semaine dernière, je vous ai montré un article, un investisseur aussi qui disait que lui, au contraire, le XRP allait se péter la figure. Hein. Vous voyez, parce qu'il n'avait pas il avait un aspect de centralisation qui vraiment pénalisait beaucoup trop le XRP, un peu comme Solana, ce qu'il disait également, c'était trop centralisé pour que ça puisse fonctionner vraiment sur le long terme. Donc, vous voyez, vous avez deux sons de cloche, et on ne sait pas trop sur quel pied danser au final. C'est à vous vraiment, en tant que personne, de faire vos propres recherches et surtout vos propres choix. Là, c'est là où on voit aussi l'importance. Parce que personne ne sait finalement, au final. Bon, allez, après, je continue, les amis. Donc là, je vais passer aux actualités crypto, donc plus générales, avec un article de Cryptost, donc .fr. La blockchain Solana dépasse Ethereum en termes de volume échangé sur les DEX. Donc là, c'est très intéressant dans le fait quoi? C'est que on a toujours eu l'ordre, donc on a eu la médaille d'or hein, de la plus grosse crypto, ça a toujours été le Bitcoin, on est d'accord. Après, vous avez eu la médaille d'argent, et d'ailleurs on considère donc l'argent comme étant l'Ethereum au niveau numérique, hein, par analogie. Et après la médaille de bronze, bon, ça a toujours un peu changé, vous avez eu Ripple à un moment, vous avez eu d'autres cryptos, bref. Ça a été plutôt mouvementé. Mais là, ce qu'on est en train de voir et d'observer, c'est que de plus en plus, vous avez Solana, qui est de plus en plus connu et qui est en train quelque part de dépasser Ethereum en termes de réputation, de volume échangé sur les DEX et sur pas mal de choses, et notamment au niveau technique. Alors, il n'y a pas photo, au niveau technique, la blockchain Solana explose Ethereum. Là, c'est sûr, il n'y a pas, même pas à chercher. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que là, on est en train peut-être de voir, d'être dans une phase où toutes les cryptos, tous les projets crypto qui sont sur le plan technique bien plus performants que les anciennes blockchains, excepté le Bitcoin qui lui est c'est quelque chose, c'est à part, parce que lui on le considère comme l'or numérique, donc on remplacera jamais l'or, hein, qu'il soit physique ou numérique, très difficile. Mais en tout cas, les autres cryptos, on voit que voilà, il y a une course contre la montre peut-être, du moins entre elles, et que bah, la ligne d'arrivée est peut-être pas encore atteinte pour Ethereum, pour Solana, etc. Voilà, donc là c'est vraiment intéressant, en train d'assister peut-être à une nouvelle ère où le futur médaillé d'argent, ce sera peut-être Solana, ce sera plus Ethereum. Pourquoi pas? Voilà. Allez, je continue. Donc là, j'ai un autre article sur l'actualité crypto, les amis, donc du journalducoin.com pour la forme. Donc présidentielle au Salvador, Bitcoin fait campagne avec Nayib Bukele. Et c'est vrai que là, il faut rappeler hein, que 2024, ça va être très intéressant même pour le marché crypto. Parce que vous avez, je crois, une énorme partie, je crois, vous avez 60%, ou, je ne dis pas de bêtises, hein, mais des pays dans le monde qui sont en élection, entre 40 et 60%, qui sont en élection présidentielle. Donc, et notamment donc, le Salvador, où vous avez actuellement Nayib Bukele, qui était l'ancien président du Salvador, qui refait campagne, au défi de la Constitution d'ailleurs. Il refait campagne pour de redevenir président là, du Salvador. Et donc, il fait également campagne et fait la promotion du Bitcoin au passage. Donc, on voit également qu'avec les nouveaux présidents qui arrivent, là, notamment, je me base avec Trump aux États-Unis, mais également Robert Kennedy Jr., eh bien, tous sont contre les monnaies numériques de banque centrale. C'est là où ça ressort vraiment très fort dans les nouveaux candidats à la campagne présidentielle, quels que soient les pays. Et également, sont plutôt pro, alors pas pro-crypto, notamment Trump, il n'est pas trop pro-crypto, mais en tout cas, Robert Kennedy, lui, était pro-Bitcoin. Là, ça ressort plutôt généralement parce qu'on ressort tout simplement l'aspect décentralisation de ce genre de crypto-monnaies qui vont totalement en contre-pied des monnaies numériques des banques centrales avec des gouvernements actuels qui, eux, veulent accentuer le contrôle. Là, c'est vraiment intéressant de voir également qu'au Salvador, ben, Nayib Bukele, lui, veut miser l'accent sur le Bitcoin, mais pas pour renforcer la décentralisation, mais plutôt pour... parce que lui, il croit plutôt dans l'avenir des prix du Bitcoin et donc dans la trésorerie, quelque part, du Salvador, entre guillemets. Alors là, c'est vraiment intéressant ce qui se passe, là, 2024, ça va vraiment être la folie, hein. Je pense que c'est vraiment une année
Ça va être dans les livres d'histoire, mais sur tous les niveaux. Vraiment. Bon. Allez, je continue. Là, cette fois, les amis, on va passer aux actualités économiques. Donc là, on va passer à un article de latribune.fr. Donc nous, en France, on est toujours dans le monde du clown, hein, clairement, puisque on a énergie, les factures de gaz vont encore augmenter malgré la baisse spectaculaire des cours. Donc la logique cohérente du monde cohérent voudrait que bah, si on a un prix qui baisse, on a les factures qui baissent. Bah, nous, en France, c'est l'inverse. On a les factures de gaz qui vont augmenter. Bah, on l'a vu avec la dernière annonce de Bruno Le Maire, le champion de l'économie, toute catégorie poids lourd, qui nous annonçait une hausse d'entre 8 et 9%, et donc on va se retrouver avec une facture conséquente là-dessus, alors que effectivement on n'a jamais atteint un tel record de baisse des prix du gaz sur le marché géopolitique, de façon générale, hein, depuis, je crois, même avant l'année 2021, hein, pour vous dire. Donc c'est vraiment une catastrophe, parce que nous, et en plus, c'est là où on rigole, c'est qu'ils justifient ça, donc je vous le dis ici, dès l'été prochain, les Français qui se chauffent au gaz verront leur facture augmenter de 7 euros par mois en raison d'une revalorisation du tarif d'entretien des canalisations. Donc ils font porter le chapeau en plus à l'entretien des canalisations. Alors on se demande vraiment à quoi servent nos impôts au final, hein. Que normalement, ça, ce genre de choses doit être payé avec nos impôts. Bon, mais apparemment, ça ne suffit pas. Voilà, donc la France, qui est le pays le plus taxé au monde, un des pays les plus taxés au monde derrière le Danemark, eh bien, n'arrive même pas à utiliser les impôts pour refaire les canalisations. Il faut que ce soit les citoyens qui payent en plus, hein, forcément. Mais c'est logique, tout ça. Hein. Oui, on ne sait pas ce qu'ils font notre argent, donc forcément. Hein. Donc si vous mettez la blockchain pour tous ces gens-là, là, pour savoir où, justement, les impôts vont, dans quel secteur exactement, avec la transparence qu'il faut, peut-être ce serait peut-être la première pierre dans la remise et dans l'instauration de nouveau hein, de la confiance entre les citoyens et le gouvernement, qui d'ailleurs la confiance est totalement rompue, hein, on peut le voir actuellement. À juste titre, je pense. Bon, allez, je continue dans les actualités économiques, les amis. Donc là, j'ai un article de France Info, colère des agriculteurs, les forces de l'ordre évacuent les 2 derniers blocages de la Confédération paysanne. Donc là, on voit que ça y est, hein, les agriculteurs, ils ont quelque part perdu la première bataille, si on peut dire, parce qu'il y a eu trop de divisions entre les syndicats, la FNSEA, etc. Donc c'est dommage pour eux, parce qu'il y avait effectivement une colère encore de la part des agriculteurs. Pas tous les agriculteurs ont eu leur mot à dire déjà, mais surtout leurs revendications validées et reconnues par l'État. Donc, ce que je vois venir, c'est que là, donc, effectivement, il y a un reflux du mouvement, mais je pense que vu comment ça se finit, on voit que ça se finit pas très bien, clairement, pour les agriculteurs, au final. Donc, je ne serais pas étonné que pour l'année 2024, justement, ce ne soit que le début, clairement. Après, je peux me tromper, hein, mais vu comment ça se finit, là, le gouvernement peut être tranquille peut-être pour un petit moment, mais ça va revenir, et ce sera encore pire, cette révolution sociale, à mon sens, puisqu'il n'y a pas vraiment de gain de cause pour les agriculteurs réels. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont obtenu, au final, c'est avoir une situation moins pire pour l'avenir, au niveau des taxes et tout, mais leur situation actuelle, au final, elle n'a pas changé sur le fond, et elle n'est pas, top, déjà. Donc, voilà. Donc on va se retrouver en plus avec peut-être une véritable révolution en 2024, justement donnée par le ton des agriculteurs. C'est mon petit pronostic Quintet Plus, mais je vous dis, je peux me tromper, hein, je peux me tromper, je dis jamais je passe en s'infuse, donc on verra bien. Mais je serais pas étonné en tout cas que ça revienne en force, là, dans pas longtemps. Ensuite, autre nouvelle, les amis, donc là j'ai un article de l'INSEE, donc là en janvier 2024, les prix à la consommation augmentent de 3,1% sur un an. Donc je rappelle que l'inflation en décembre 2023 était à 3,7%, donc là on a une baisse de l'inflation, donc c'est une bonne nouvelle, clairement. Mais bon, après c'est les chiffres qu'on nous annonce, hein, bien évidemment déjà, donc il faut le prendre avec des pincettes quand même. Et surtout 3% c'est quand même élevé par rapport à l'objectif de 2% des banques centrales. Donc, ça veut dire que, dans un premier temps, c'est sûr à 100%, ils ne vont pas baisser leur taux directeur, la Banque Centrale Européenne, avant au moins l'été, comme ils l'avaient annoncé déjà. C'est sûr, puisque là, on n'a pas été inférieur à 3% sur l'inflation en janvier. Donc, on peut oublier les baisses.
Et donc derrière, qu'est-ce que ça va engendrer? Ben, ça va forcément engendrer le fait qu'on va supporter encore plus eh bien, une hausse des taux sur 6 mois. Et donc là, on s'inscrit vraiment sur le long terme pour des hausses des taux directeurs et c'est pas du tout bon pour l'économie et on est vraiment déjà en train de voir les effets hein, parce qu'en plus de ça, alors je vais vous montrer un autre article avant d'embrayer là-dessus. Hop, je vous montre un article de Les Échos, je crois. Hein. Attaque des Houthis en mer Rouge, quel impact sur les prix et dans nos rayons. Vous voyez, donc déjà, en premier temps, ok, on a eu une baisse de l'inflation en janvier, très bien. Mais est-ce que déjà ça va durer? Bah, rien n'est moins sûr. Parce que je rappelle que l'attaque des Houthis en mer Rouge, ça a vraiment des impacts sur les transports maritimes. Parce que les Houthis, donc c'est des rebelles du Yémen qui visent tous les cargos, tous les transports maritimes qui sont en lien avec l'Europe, l'Occident, les Américains qui ont supporté l'Israël. Parce que eux, eux supportent les Houthis, hein, le Hamas, la Palestine. Bon. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, comme tous les transports maritimes évitent de plus en plus la mer Rouge de peur de voir leur navire couler ou se faire arrêter par les Houthis, eh bien, ils font des détours désormais au point que le transport maritime est en train d'exploser en termes d'inflation, hein, de valeur. Et les containers, parce que c'est toujours basé sur les containers, les prix des containers sont en train de doubler, tout simplement. Et sur certains types de containers, on passe de 3 000 $ à 6 000 $. Là, si vous imaginez le délire. Donc forcément, il va y avoir des impacts sur le reste. Et ça rappelle énormément, donc je vous montre un autre article. Là, j'ai un article de Le Monde de 2021. Et pourquoi la crise sanitaire mettait le transport maritime en surchauffe? Effectivement, vous voyez, le commerce maritime est profondément désorganisé depuis plus d'1 an. Les prix du fret ont explosé. Les retards s'accumulent dans tous les grands ports de marchandises. Donc là, c'est exactement ce qui avait causé. Je rappelle, c'est les ports chinois, c'était en Chine à l'époque, tout cet aspect du commerce maritime arrêté, impacté. Et ça avait impacté tous les prix derrière, ça avait causé le début de l'inflation, rappelez-vous, hein, en 2021. Que je rappelle que la guerre Russie-Ukraine elle a commencé donc en février 2022, mais l'inflation, elle, avait déjà commencé à augmenter déjà fin 2021. Oui, donc là, on parle vraiment d'un impact du commerce maritime mondial avec l'arrêt du commerce maritime de la part de la Chine à l'époque. Et les prix des conteneurs, souvenez-vous, on nous avait parlé, on avait rabâché dans tous les sens, avaient explosé, on avait dit que c'est la faute des Chinois, enfin, quelque part. Et donc là, on est en train de revivre la même chose, mais à plus petite échelle, à cause des Houthis. Donc, sur la période de l'inflation, on n'est même pas sûr, au final, qu'il ne va pas y avoir un rebond. Hein. Rien qu'à cause de ça, mais je ne parle même pas du reste, même pas la peine. Rien que sur ça, déjà. Donc, pour faire le récapitulatif là-dessus, on se rend compte en plus, et là je vous reparle du contexte de fond dans lequel on est, c'est qu'en plus on a une crise commerciale qui est en cours, sur fond de hausse des taux directeurs. Or, on sait que que les taux directeurs vont rester élevés du coup, forcément jusqu'à au moins l'été 2024. Et donc le secteur, lui, immobilier, il ne pourra pas forcément s'améliorer encore pendant 6 mois. Donc les faillites qu'on a eues là avec Evergrande, il y a de grandes chances qu'on ait des nouvelles où il y a d'autres promoteurs immobiliers, quelle que soit la nationalité. Hein. Evergrande c'était chinois, mais je ne serais pas étonné qu'on ait d'autres promoteurs immobiliers énormes qui fassent faillite un peu partout dans le monde, dans les secteurs où il y a des taux directeurs qui sont très élevés. Parce que forcément, quand on a des taux directeurs élevés, ça veut dire que les crédits immobiliers sont plus du tout accessibles, moins accessibles en tout cas aux citoyens, et donc il y a une chute forcément derrière de la prise des crédits immobiliers, et donc derrière d'achat de maisons et de biens immobiliers. Donc en fait, tout est en train de s'emballer, et là on est en train de se rendre compte de quoi? C'est que tout ça, c'est quelque part la faute de la politique agressive des banques centrales, au final. Donc ça veut dire que la politique agressive des banques centrales, du moins monétaires, est pire de plus en plus que le mal initial qui était l'inflation. Donc l'inflation commence à se stabiliser, et encore, je vous dis, on n'est même pas sûr, à cause de l'affaire des Houthis, mais bien sûr des autres affaires, la chute de l'euro et compagnie, je ne vous dis même pas le délire. Et en plus, derrière, on se rend compte qu'on va se retrouver avec une crise économique, bancaire, puisque comme vous l'avez vu, je vous l'ai dit, maintenant les banques américaines là, ont été impactées par la chute, notamment des Evergrande et même du secteur immobilier en général, sur leurs résultats directs. Donc on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, hein. Je vous dis les amis, je vous dis 2024, ça va être, je pense, c'est une année historique, sur tous les niveaux. Hein. On s'en souviendra cette année à mon avis. Et on est en février. Bon, déjà, on a des nouvelles.
Bon, voilà, donc bah, écoutez, ce sera tout pour cette actualité crypto numéro 60, les amis. Donc j'espère que bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner également si vous découvrez la chaîne, ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés. Je vous remercie également donc tous les abonnés donc actuels, présents, futurs, passés, tout pour les soutiens que vous mettez et tout, ça fait vraiment plaisir, ça pousse à continuer voilà, faire des vidéos comme ça sur l'actualité crypto-économique. Et puis sinon, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous surtout. La bise, ciao.